Parmi les civilisations qui nous ont laissé des traces écrites, nombreuses sont celles qui nous ont raconté leur vision du monde et de l'univers à travers une mythologie qui leur était propre. La forme du monde et son histoire trouvaient leurs origines dans la mythologie. Les astres étaient personnifiés, déifiés. Nos lointains ancêtres baignaient dans un monde gouverné par le surnaturel. 600 ans avant notre ère, le monde grec voit naître la première révolution scientifique. On pourrait presque parler de la naissance de la science. Les premiers philosophes ont pour la première fois commencé à décrire le monde qui les entoure en remplaçant le surnaturel et la mythologie par des phénomènes naturels et physiques. Leur création va aboutir à la première description géométrique de la Terre et de l'univers. La mythologie va devenir géographie, astronomie et mathématiques. C'est une histoire qui commence en Ionie, sur la côte ouest de l'actuelle Turquie, dans la même région où, un siècle plus tôt, un certain Homère avait posé par écrit la mythologie grecque dans l'Iliade et l'Odyssée. Thalès de Milet naît aux alentours de 625 avant Jésus-Christ en Ionie, au cœur du monde grec. Thalès est un personnage quasi légendaire qui n'a laissé aucun écrit. Sa vie a tellement été idéalisée qu'il est difficile aujourd'hui de s'y retrouver parmi toutes les sources qui lui sont postérieures. Il semblerait qu'il soit le fils d'un simple marchand. Il aurait fait un passage en Égypte dans sa jeunesse, où il aurait été initié aux sciences égyptiennes et babyloniennes. De retour à Milet, il serait devenu un marchand habile et enfin un homme politique puissant. Mais il est surtout le précurseur de la science grecque et le fondateur de l'école milésienne qui est basée sur sa propre philosophie de l'étude de la nature. Pour la première fois de l'histoire connue, il cherche à expliquer des phénomènes qu'il observe avec des concepts rationnels et physiques et non plus seulement mythologiques. C'est le premier mathématicien à avoir laissé son nom dans l'histoire. Il aurait découvert de nombreuses propriétés géométriques. Parmi toutes celles qui lui sont attribuées a posteriori, il y en a toutefois certaines dont la paternité peut être discutée. Mais il y a une certitude, c'est que l'apport fondamental de Thalès est son souci de la démonstration et sa rigueur de raisonnement. Thalès est aussi considéré comme étant le premier physicien. Il met en évidence les propriétés électriques de l'ambre jaune et les propriétés magnétiques de la magnésie. D'ailleurs, le mot électricité vient du mot électron qui en grec ancien veut dire ambre jaune. Il est enfin l'un des pères fondateurs de l'astronomie. Il est le premier à noter que certaines étoiles ne sont pas fixes par rapport aux autres dans le ciel et qu'elles se déplacent. Il les nomme planètes, ce qui signifie astréran en grec ancien. Il produit les premières éphémérides, c'est-à-dire des prédictions de position de ces planètes. Il calcule aussi la durée exacte de l'année, 365 jours un quart, mesure le diamètre apparent du Soleil, explique le phénomène des éclipses solaires et d'après la légende, prédit même celle de mai 585 avant Jésus-Christ. Bon, en vrai, on sait aujourd'hui qu'il n'avait pas les connaissances suffisantes pour faire une telle prédiction. Il lui manquait notamment des tables de trigonométrie précises. Il se produit une éclipse de Soleil lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre. Thalès se rend compte que la Lune et le Soleil ont la même taille apparente dans le ciel. Alors c'est une coïncidence, le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune, mais aussi exactement 400 fois plus loin. C'est un phénomène rare et difficile à prévoir, car la localisation de la bande centrale dépend de nombreux paramètres, dont l'orbite de la Lune, qui est inclinée par rapport à celle du Soleil, ce qu'ignore Thalès. Thalès propose la première description de l'univers en y plaçant l'eau comme élément primordial prépondérant. La Terre est plate, immobile et entourée d'eau, au centre d'une grande sphère en rotation sur laquelle sont fixées les étoiles. Alors il faut se rendre compte que c'est l'explication la plus simple et sûrement la plus logique au vu de ce que l'on pouvait observer à cette époque. Mais surtout, cette vision de l'univers est pour la première fois faite d'éléments naturels et elle est réfutable par l'observation. Lorsque l'on regarde les étoiles la nuit, on se rend compte qu'elles se déplacent toutes au fur et à mesure du temps. Les étoiles qui sont à l'est en début de nuit finissent à l'ouest en fin de nuit. En 2018, j'ai réalisé un timelapse du ciel de mon jardin pendant une partie de la nuit. Alors que nous avons la sensation d'être immobile, n'est-il pas évident de penser que ces étoiles tournent autour de nous ? Anaximandre de Milet est un élève de Thalès qui naît vers 610 avant Jésus-Christ, à Milet. Il lui succède comme maître de l'école milésienne. Anaximandre est sûrement le premier philosophe à avoir consigné ses travaux par écrit, mais seules quelques phrases sont parvenues jusque nous. De nombreux témoignages antiques permettent toutefois de se faire une idée de leur nature et de leur étendue.
Il décrit notamment l'origine de l'univers à partir des éléments primordiaux, ce qui fait de lui le père de la cosmologie scientifique. La Terre, toujours plate, flotte en équilibre au centre de l'infini, sans être soutenue par quoi que ce soit. Elle demeure au même endroit à cause de son indifférence. Comprenez, elle n'a aucune raison d'aller à droite plutôt qu'à gauche, elle est donc immobile. La Terre a la forme d'un cylindre dont la hauteur est le tiers de son diamètre. La partie plane au-dessus forme le monde habitable entouré d'une masse océanique circulaire. Selon Anaximandre, à l'origine, une boule de flamme entourait la Terre. Cette boule se déchira pour former le reste de l'univers. Celui-ci ressemble désormais à un système de roues creuses concentriques emplies de feu et aux parois percées d'une bouche. De la même taille que la Terre, le Soleil est donc le feu que l'on voit au travers un trou sur la roue la plus éloignée. Le diamètre de la roue solaire égalait 27 fois celui de la Terre et celui de la Lune, dont le feu est moins intense, 18 fois. Son trou avait la capacité de changer sa forme, expliquant ainsi les phases lunaires. Il est ainsi le premier astronome à considérer le Soleil comme une masse énorme et par conséquent à réaliser à quel point celui-ci pouvait être éloigné de la Terre. Il est aussi le premier à présenter un système où les astres tournent à des distances différentes. On dit aussi d'Anaximandre qu'il est le premier géographe, même si ce terme sera inventé plus tard. Il est en tout cas le premier à avoir dessiné une carte du monde. Cette carte sera mise à jour ensuite par Hécatée de Milet vers 550 avant Jésus-Christ. Dans le port de Milet, Hécatée collecte les récits, témoignages et légendes des marchands qu'il mêle à toutes les connaissances qu'il acquiert pendant ses voyages en Égypte et en Asie. Anaximène, né en 585 avant Jésus-Christ, lui aussi à Milet. Élève et successeur d'Anaximandre, il est le dernier disciple de l'école milésienne. Comme ses prédécesseurs, il est à la recherche de l'élément primordial à partir duquel sont nées la diversité et la complexité. Thalès le voyait dans l'eau, Anaximandre dans l'espace infini, Anaximène lui dans l'air, qui dans ses mouvements de dilatation et compression crée tous les autres éléments. Sa contribution au modèle géocentrique est moindre que celle de ses prédécesseurs. Il est simplement en désaccord avec Anaximandre sur un point. Pour lui, le Soleil ne passe pas sous la Terre, mais reste couché au niveau de l'horizon. Mais surtout, il explique que la Lune ne produit pas de lumière elle-même, mais qu'elle réfléchit la lumière du Soleil. Et à partir de là, il est capable d'expliquer le fonctionnement des éclipses lunaires. Une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Cela ne peut se produire que lors d'une pleine Lune, quand la Lune se trouve derrière la Terre par rapport au Soleil. À la différence d'une éclipse solaire, il n'y a pas de bande centrale. Une éclipse lunaire est visible n'importe où sur la Terre dans son côté nuit. Pythagore de Samos naît vers 580 avant Jésus-Christ sur l'île de Samos en Ionie. Tout comme Thalès, c'est un personnage entouré de légendes. Lui-même disait être la réincarnation de plusieurs demi-dieux et héros et se souvenir de ses vies passées. Il n'a laissé aucun écrit, alors comme Thalès, il est très difficile de faire la part des choses entre tout ce qui a été écrit sur lui a posteriori. On sait que c'est un personnage qui a beaucoup voyagé en Grèce, en Italie, en Phénicie, peut-être même en Inde. Il fonde à Crotone, en Italie grecque, l'école pythagoricienne qui perdure pendant une dizaine de générations. C'est une véritable secte politique, religieuse et scientifique. Cette secte est très organisée, hiérarchisée et centralisée autour de son maître, à qui tous vouent un culte. Des règles très strictes encadrent la vie de la communauté. Des règles diététiques, comme l'interdiction de manger tout ce qui peut symboliser la vie. Des règles religieuses, avec notamment des sacrifices non sanglants et des rites sacrés. Des règles vestimentaires, des signes et des symboles de reconnaissance. Des exercices physiques et spirituels obligatoires, etc. Pythagore meurt assez âgé, aux alentours de 90 ans, à Métaponte, après avoir été chassé de Crotone par une révolte contre les pythagoriciens, une révolte qui a été fomentée par un élève que Pythagore a recalé à son école. Il est très difficile de distinguer Pythagore des pythagoriciens, à tel point qu'il est impossible de savoir quel a été l'apport réel de Pythagore et ceux de ses suivants. La doctrine pythagoricienne couvre l'ensemble des domaines, la religion, la science de la nature, les mathématiques, la poésie, la philosophie, la musique, etc. Elle est universelle, mais elle place au centre de tout l'arithmétique et les nombres. Ils vouent un culte sans limite au nombre entier, au rapport parfait et à l'harmonie. Leur devise est « tout est nombre ». Ils font des avancées majeures en arithmétique et en géométrie, mais aussi en musique, en philosophie et en astronomie. Il y a beaucoup de choses passionnantes à dire sur l'apport des pythagoriciens dans tous ces domaines, mais nous allons nous limiter à l'astronomie. Les pythagoriciens enterrent le modèle de la Terre plate. Pour eux, la Terre est une sphère. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est due à leur conception du monde. Le monde doit être parfait et harmonieux et ne peut donc être qu'une sphère.
Il en est de même pour la Lune et le Soleil, qui doivent avoir des trajectoires harmonieuses et donc circulaires. L'autre raison est plus pragmatique. Vous vous souvenez comment Anaximène explique le phénomène des éclipses de Lune? Je vais vous montrer une vidéo que j'ai faite d'une éclipse en 2015. Si l'on revient en arrière et que l'on regarde l'ombre de la Terre, elle n'est pas en forme de disque, ni en forme de cylindre, elle est ronde. On peut aussi ajouter diverses observations qui ne peuvent s'expliquer que par une Terre sphérique. Le fait que certaines étoiles soient visibles ou non selon la latitude, ou alors encore le fait qu'à des latitudes différentes, au même moment, l'ombre projetée par un bâton n'a pas le même angle, etc. À la différence de l'école milésienne, les pythagoriciens ne placent pas la Terre au centre de l'univers. Elle est en rotation autour d'un feu central. Ce feu est invisible à nos yeux car la Terre tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour du feu. Le Soleil, lui, brille car il reflète la lumière de ce feu central. Pour eux, il existe aussi une antiterre, diamétralement opposée à la Terre par rapport au feu central, qui tournerait autour de ce dernier et donc resterait invisible à nos yeux. Ce système pyrocentrique comprend 10 corps célestes tournant autour du feu central. La Terre, la Lune, le Soleil, l'antiterre et les 5 planètes connues à cette époque, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, ainsi que le ciel et ses étoiles fixes. Les planètes sont placées dans le ciel en fonction de leur distance présumée avec la Terre, qui coïncide avec des harmoniques musicales. Ce système produirait donc une musique qui est appelée l'harmonie des sphères. Nous ne distinguons pas cette mélodie car elle fait partie du bruit ambiant que nous entendons depuis notre naissance. C'est la première fois que l'on propose un modèle qui ne place pas la Terre au centre et qui fait tourner la Terre sur elle-même pour expliquer la rotation apparente du ciel et l'alternance jour-nuit. L'astronomie pythagoricienne est connue notamment par les écrits successifs de 3 de ses membres. Philolaos de Crotone, né en 470 avant Jésus-Christ, Icétas de Syracuse, né en 400 avant Jésus-Christ, ainsi que son disciple Ekphantos qui lui est né 2 ou 3 décennies après. Plus d'un siècle après Pythagore, Platon naît aux alentours de 427 avant Jésus-Christ à Athènes. Influencé à la fois par son maître Socrate, mais aussi très fortement par l'école pythagoricienne, il fonde l'académie à Athènes sur le même modèle. À l'inverse de Thalès ou Pythagore, lui a laissé de nombreux livres qui ont été conservés jusqu'à nos jours. Parmi eux, 3 parlent d'astronomie, la République, les lois et surtout le Timée. Comme Anaximandre et les pythagoriciens, Platon parle de cosmologie et propose sa propre vision de l'origine de l'univers, créé par le démiurge, un artisan divin. C'est un sujet cosmo-philosophique très complexe et je ne suis clairement pas la bonne personne pour en parler sérieusement. Sur la conception géométrique de l'univers, Platon écarte le système pythagoricien et revient à un système géocentrique plus simple. La Terre est sphérique et elle est au centre de l'univers. Elle est divisée en 9 sphères concentriques. La plus extérieure contient les étoiles fixes. Elle tourne sur elle-même d'est en ouest avec une vitesse uniforme. Les sphères inférieures, sur lesquelles circulent dans l'ordre Saturne, Jupiter, Mars, Mercure, Vénus, le Soleil et la Lune, tournent autour d'un axe perpendiculaire à l'écliptique, mais chacune avec une vitesse différente. La dernière sphère est celle de la Terre et elle est immobile. Alors l'écliptique dans un modèle géocentrique, c'est un cercle qui représente la projection de la trajectoire du Soleil sur la voûte céleste. En dehors de ce modèle, l'apport principal de Platon en astronomie et en sciences en général est un impératif qu'il formule. Le modèle doit rendre compte de l'observation. Pendant près de 20 siècles, les astronomes vont tenter en vain de résoudre ce problème. Comment rendre compte des observations qui sont de plus en plus précises dans un modèle géocentré dont les orbites sont circulaires? Le premier d'entre eux est son disciple, Eudoxe de Cnide, qui est né en 408 avant Jésus-Christ à Cnide au sud de l'Ionie. Mesurant notamment des différences de latitude entre les planètes et l'écliptique, il adapte le modèle géocentrique à orbite circulaire de Platon pour y inclure 27 sphères translucides avec des axes de rotation propres sur lesquels sont fixés les astres. De cette façon, il explique le mouvement observé de chacun des astres qu'il décompose en rotation continue et uniforme de sphères. Il doit imbriquer 4 sphères pour chacune des planètes, 3 pour la Lune et le Soleil. Le mouvement des étoiles, plus simple, ne nécessite qu'une seule sphère. Il reste malgré tout un problème de taille dans l'observation qu'aucun des modèles de l'école de Millet, de Pythagore ou de Platon n'arrive à expliquer. C'est la rétrogradation des planètes.